Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Bobi Wine joue sa dernière carte. L'opposant ougandais a déposé un recours devant la justice pour réclamer l'annulation des résultats de la présidentielle du 14 janvier qui a donné le président Yoweri Museveni vainqueur avec 58,6% des suffrages. Et de 2 pour Guy Brice Parfait Kolela. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 a été investi par l'Union des démocrates humanistes Yuki, candidat au scrutin de mars 2021. Il appelle ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et puis un projet d'ordonnance pour encadrer la sous-traitance au Gabon, un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement, de l'optimisation des finances publiques et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque terroriste dans le centre du Mali. 9 soldats ont été tués ce mercredi lors d'un assaut contre leur poste à Boni dans la région de Mopti. Selon des responsables sécuritaires, les assaillants ont eu recours à un ou à plusieurs véhicules blindés. D'importants dégâts matériels et plusieurs blessés sont à déplorer. Notons que la région a récemment été le théâtre d'intenses opérations comme celle baptisée Eclipse et conjointe aux armées maliennes et françaises contre les djihadistes. Un sommet doit réunir les pays du G5 Sahel les 15 et 16 février à N'Djamena pour faire le point sur la situation sécuritaire dans la sous-région. En Ouganda, Bobi Wine n'a pas dit son dernier mot. Le candidat malheureux à la présidentielle du 14 janvier a officiellement déposé un recours devant la justice. Il réclame l'annulation pure et simple du scrutin, entaché selon lui par des fraudes. La Cour suprême a 45 jours pour statuer. Les précisions de Nathalie Moore. L'opposant ougandais Bobi Wine réclame l'annulation de la présidentielle du 14 janvier 2021. Il a saisi la Cour suprême de l'Ouganda le 1er février 2021, dénonçant des fraudes massives lors de ce scrutin. Bobi Wine, qui estime que la victoire à la présidentielle lui a été volée, souhaite également qu'une inéligibilité soit prononcée contre le président Yoweri Museveni en vue d'élections futures. Les recours introduits par les candidats malheureux aux élections présidentielles ougandaises a très peu de chances d'aboutir. Après plusieurs années d'exercice d'un pouvoir autocratique, le président Museveni a bien verrouillé les systèmes de telle sorte que tout concourt à son maintien et à sa pérennisation au pouvoir. Le recours de Bobi Wine intervient alors que le président Museveni a clamé que la récente présidentielle était l'élection la plus transparente de l'histoire du pays. Pourtant, son principal rival affirme détenir des preuves suffisantes de bourrage d'urnes, de tactiques d'intimidation auprès des électeurs et de manipulation des résultats dans certains bureaux de vote. On ne peut pas parler des élections transparentes lorsqu'on a tout mis en œuvre pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition. Et si on lit la plainte de Bobi Wine, on se rend compte qu'il ne dépose pas seulement plainte pour bourrage d'urne, mais il les dépose également pour violence et tout ce qui a accompagné le climat général de ces élections. Bobi Wine a attendu le dernier jour du délai de 14 jours réglementaire pour déposer son recours. Désormais, la Cour suprême ougandaise dispose de 45 jours pour statuer. Rappelons que tous les contentieux électoraux impulsés par l'opposition ont systématiquement été rejetés par la justice au cours des 4 précédents mandats du président Museveni. Je veux redonner espoir au peuple congolais. C'est par ces mots que Guy Brice Parfait Kolela a annoncé sa candidature à la présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo. Il fera face pour la seconde fois au président Denis Sassou Nguesso, mais cette fois-ci sous les couleurs de l'Union des démocrates humanistes UDH Yuki. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Le candidat de l'Union des démocrates humanistes Yuki à la présidentielle de mars 2021 est connu depuis le 1er février 2021. Il s'agit sans surprise de Guy Brice Parfait Kolela, candidat malheureux en 2016. Malgré toutes les irrégularités potentielles qui ont conduit d'autres plateformes de l'opposition congolaise à décliner leur participation à ce scrutin, celui que l'on surnomme Paco croit que la victoire est possible. Ici et maintenant, moi, Guy Brice Parfait Kolelas, fils de Bernard Bakana Kolelas, petit-fils de Ngamvuka, petit-fils de Samba Ndongo,
je dis oui, je vais à l'élection présidentielle afin de relever le défi qui nous est lancé, le défi du développement. Âgé de 60 ans, Guy Brice Parfait Kolela est à son deuxième test après l'échec de mars 2016, malgré les 15,4% de voix obtenues. Il invite ainsi ses partisans à participer massivement à l'opération actuelle de révision spéciale des listes électorales qui vise à maîtriser le corps électoral avant le 16 février 2021. Bien que les bureaux d'enregistrement d'enrôlement aient été réduits, faites de votre mieux, déplacez-vous. Massivement allez faire votre devoir d'enrôlement et ce de façon à ce que le 17 et 20 mars vous fassiez votre devoir de citoyen, allez voter. Ne suivez pas ceux qui vous disent qu'il a gagné. Faux! Avec le surprenant retrait de la course à la présidentielle de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti de l'ancien président de la République Pascal Lissouba, ainsi que d'autres plateformes d'opposition, Parfait Kolela demeure l'unique opposant de renom à cette élection, dont le vote des militaires se déroulera le 17 mars et celui des civils le 21 mars 2021. Comment rendre les PME plus compétitives? Eh bien, le gouvernement gabonais mise sur l'encadrement de la sous-traitance. Un projet d'ordonnance a été adopté en ce sens par le Conseil des ministres. Il devrait permettre l'élargissement du tissu économique, la création d'emplois et l'accroissement du PIB. Plus de précisions avec Marie-Raphaël Antolo. Afin de créer des conditions favorables à l'éclosion des petites et moyennes entreprises gabonaises, un projet pour encadrer la sous-traitance au Gabon a été adopté par le Conseil des ministres le 22 janvier 2021. Objectif, favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique afin qu'elles puissent être des secteurs référenciés pour l'économie gabonaise. La compétitivité des PME n'a pas besoin d'être encadrée outre mesure par rapport aux relations entre les PME et l'État. Parce qu'au Gabon, le véritable problème est que on veut encadrer les PME pour servir de sous-traitants de l'État. Alors que les PME seraient plus robustes, beaucoup plus résilientes si elles étaient formées à affronter le service, quel que soit le client. Selon la Banque mondiale et l'Organisation internationale du travail, la population active gabonaise était de 741 583 travailleurs en 2020. Un chiffre certes appréciable par rapport aux autres pays de la région, mais qui peut cependant être amélioré d'après certains experts. Notons que le service public est considéré comme l'employeur principal au Gabon. Le climat des affaires au Gabon est globalement fébrile. Il est très fébrile du fait que le pays a beaucoup de défis par rapport à l'attraction des investisseurs. Donc les PME ont besoin d'un environnement beaucoup plus équilibré, d'une société moins xénophobe, de moins de tracasseries de contrôle visant les étrangers. Et c'est ça qui pousserait les PME à investir mieux au Gabon. Ce projet qui va créer les conditions favorables à l'éclosion d'un tissu de PME compétitive permettra l'élargissement du tissu économique, la création d'emplois et l'accroissement du PIB national. Emprunter pour rembourser ses dettes, un cercle vicieux dans lequel le Kenya semble être tombé. La dette publique a augmenté de 11,8 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 21% en l'espace d'une année. Il faut dire que le pays a dû faire face à une baisse de 14% de ses revenus en raison de la pandémie de coronavirus et a mis en place divers projets d'infrastructure. On fait le point tout de suite avec Lorita Simbukombila. Au Kenya, au cours de l'année 2020, la part des investisseurs étrangers dans la dette publique kenyane a augmenté de plus de 22%, soit plus de 6,2 milliards de dollars selon la Banque centrale du pays. Selon les chiffres de cette institution, la dette publique extérieure du Kenya est passée de 28,2 milliards de dollars en 2019 à 34,4 milliards de dollars à fin 2020. Désormais, les investisseurs étrangers détiennent près de 52% de la dette publique kenyane contre environ 51% en 2019. Le gouvernement s'oriente vers une reconfiguration de son portefeuille de dette extérieure, ce qui aura évidemment des conséquences sur le financement de ces dettes. En mai 2020, la Banque mondiale avait approuvé un financement de 1 milliard de dollars en faveur du Kenya pour renforcer la lutte contre le coronavirus et soutenir son économie. Quelques jours seulement après, un décaissement de 7
739 millions de dollars du Fonds monétaire international avait été également approuvé au Kenya dans le même sens. Le Kenya peut réduire sa dette extérieure en faisant quoi? En exportant davantage. Ça veut dire quoi en d'autres termes? En produisant davantage. Il faudrait que le Kenya pense également à exporter plein d'autres choses au-delà des fleurs. Il faudrait que le Kenya en même temps exporte des services. Exporter des services, ça veut dire quoi? Développer suffisamment du tourisme. C'est-à-dire attirer des gens qui viennent au Kenya pour regarder des stations de tourisme, des monuments historiques, des chaînes de montagnes qu'on ne retrouverait pas partout ailleurs. Le paysage, le panorama qui est parmi les plus beaux d'Afrique, cela lui permet donc par voie de conséquence de réduire sa dette extérieure. Notons que la dette publique kenyane continue de grimper. Elle est passée de 54,9 milliards de dollars en 2019 à plus de 66 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une progression de 20,3% en glissement annuel. En janvier 2021, le Kenya a réussi à obtenir des moratoires sur le remboursement de près de 600 millions de dollars de dettes liées à plusieurs de ses créanciers extérieurs. L'Éthiopie cherche à juguler les pénuries récurrentes de carburant dans les régions du centre mal desservies en voie de transport. C'est ainsi que le gouvernement a lancé la construction d'un projet ferroviaire qui devrait améliorer les services de fret pétrolier. Le chantier doit durer une année. Plus de détails avec Marie-Joëlle Ballot. Le gouvernement éthiopien a lancé le 31 janvier 2021 les travaux de construction d'un projet ferroviaire. À travers la concrétisation de ce plan, le gouvernement nourrit l'ambition d'améliorer les services de fret pétrolier dans ce pays d'Afrique de l'Est. Exécuté par la China Civil Engineering Construction Corporation, ce projet ferroviaire va permettre de relier la ville d'Awash au centre de l'Éthiopie et la nation portuaire de Djibouti. Lorsqu'il sera achevé, il améliorera considérablement l'efficacité du transport du pétrole, renforcera la capacité d'exploitation du dépôt pétrolier et soulagera la pression de l'approvisionnement en pétrole en Éthiopie. Ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre de l'aspiration de l'Éthiopie à relier des lignes ferroviaires stratégiques. C'est pourquoi ce projet comprend également la construction de la gare d'Awash qui vient renforcer la connexion entre la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti et la ligne Awash-Kombolcha-Voldia. On va facilement évacuer le pétrole brut ou raffiné des zones de production vers des zones de consommation. Addis Abeba va être connecté à un pays frontalier comme Djibouti, ce qui n'est plus le prélude, mais plutôt une réalisation concrète des desiderata des pères fondateurs de l'Union africaine. La ligne ferroviaire, qui doit être achevée d'ici 12 mois, devrait atteindre une capacité de livraison annuelle de 1,3 million de tonnes pour assurer l'opération de 2 trains pétroliers par jour. À long terme, sa capacité de transport devrait passer à 6 trains par jour au plaisir des populations qui vont bénéficier de divers services de fret, y compris le transport de denrées périssables, de véhicules, de céréales et d'engrais. Et un mot de sport à présent, les finalistes du Tchad 2021 sont désormais connus. Le Mali a décroché son ticket en remportant le derby ouest-africain face à la Guinée en demi-finale. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Incapables de se départager durant le temps réglementaire, les deux équipes ont disputé les prolongations avant d'aller au tir au but. Les Aigles se sont imposés grâce à un sans faute, 5 tirs au but contre 4 pour la Guinée. Dans l'autre rencontre de la journée, les Lions de l'Atlas ont dompté les Lions A. Le pays organisateur s'est fait maîtriser dès la première mi-temps. Score final 4-0 en faveur du Maroc. Le champion en titre qui retrouve donc le Mali en finale. Le Cameroun, de son côté, tentera de se consoler en décrochant la 3e place face à la Guinée. Ce sera ce samedi 6 février. La finale, elle, est prévue le 7 février à 20h, heure locale, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.